Printemps 1983. Pendant presque 10 ans, le général Augusto Pinochet a gouverné le Chili sans être contesté. Nous avions besoin de quelqu'un pour oser dire au dictateur qu'il était un dictateur et pour affirmer que la dictature était une dictature, pour l'affronter sur son propre terrain. Pas sur celui des armes, mais seulement pour oser leur dire que ce que nous vivions au Chili était injuste et que ça devait changer. Pinochet est arrivé au pouvoir en 1973 lors d'un coup d'État qui a provoqué l'assassinat du président socialiste élu, Salvador Allende. Pendant les premiers mois du régime militaire, le nombre de gens détenus dans les prisons s'élevait à plus de 40 000. Au moins 3 000 personnes ont été assassinées et exécutées, ou bien leurs corps ont disparu. Écrasant cruellement tout défi à son autorité, Pinochet sème la terreur partout à travers le Chili. C'était une forme de paranoïa très vive, et tous en étaient victimes. Chacun subissait une sorte de châtiment dans sa famille, et il fallait se montrer très prudent. Quand mon mari et moi nous rendions à une soirée, il ne me présentait à personne. Quand je lui ai demandé pourquoi ne me présentes-tu pas aux gens, il a répondu « Il ne faut pas, c'est trop dangereux, il ne faut pas connaître le nom des gens ». Crainte, terreur. Si les gens ont peur, il est plus facile de les contrôler. Et ce que l'histoire retiendra de Pinochet, c'est qu'il a été l'homme de la terreur. Les exécutions, les disparitions et les emprisonnements maintiennent la dictature au pouvoir pendant 10 ans. En 1983, une grave crise économique porte le taux de chômage à 30%. Comme les Chiliens estiment qu'ils n'ont rien à perdre, une franche obstruction au régime est envisagée pour la première fois. Les premiers signes d'opposition apparaissent au cœur de l'économie chilienne, dans les mines de cuivre des montagnes des Andes. Les mineurs font partie des ouvriers les mieux payés. Ils travaillent pour la plus grande et la plus lucrative industrie d'exportation du pays. Leur dirigeant, Rodolfo Seguel, 29 ans, commis dans la plus grande mine de cuivre du Chili. Il a été élu récemment président du Congrès national du travail. Seguel veut que ses membres fassent le premier pas, une grève générale dans tout le pays. 10 ans déjà que personne n'était descendu dans la rue. Nous étions curieux de voir la réaction du pays et ensuite de voir si les gens oseraient suivre. Notre but était de leur ouvrir les yeux et de dire au peuple qu'ils pouvaient le faire, que c'était possible et que nous pouvions agir. Une semaine avant que la grève n'éclate, les troupes de Pinochet encerclent les mines de cuivre. Seguel sait qu'il y aura un carnage si la grève est maintenue. Les membres du Congrès changent leur plan. Au lieu d'entamer la grève, ils proclament une fête nationale de la protestation. Avec quelques jours seulement pour se préparer, ils doivent mobiliser non seulement les membres du syndicat, mais la population tout entière. Je me rappelle ce matin-là. Au début, il était difficile de savoir si la personne marchait lentement, si elle conduisait lentement sa voiture ou si elle déambulait lentement sur le trottoir. On ne pouvait pas savoir si c'était une promenade ou une protestation. Finalement, à midi, il est devenu évident
très évident que tout allait au ralenti. La ville commençait visiblement à se barricader. À la nuit tombée, personne ne sait si l'explosion finale du mouvement de protestation atteindra son but. Tout commence à 20 heures précises, d'abord à titre d'essai. Le jour suivant, on entendait « Qu'avez-vous fait hier soir? Y étiez-vous » ? Ah oui, j'étais là, frappant mes pots et mes casseroles avec mes voisins. Tout à coup, s'est installée une réelle complicité dans une société où chaque individu était littéralement muré dans sa tour d'ivoire. Le lendemain, quand la protestation a pris fin et que nous nous sommes réunis, nous avons décidé d'organiser une manifestation une fois par mois. Nous l'avons fait pendant 9 ou 10 mois, une contestation mensuelle. C'était la confusion pour le régime militaire parce que nous ne protestions pas avec des armes. Cela nous a donné plus de pouvoir. À mesure que les manifestations mensuelles se multiplient, un climat proche de l'euphorie s'installe. Les gens commencent à croire que seules les démonstrations massives viendront à bout de la dictature. Les manifestations d'opposition sont strictement non violentes. La répression brutale exercée par la police à chaque démonstration mensuelle est destinée à intimider et à faire cesser le mouvement, mais elle n'a aucun effet. Au début du mois d'août, la veille de la 4e démonstration, Pinochet nomme un nouveau ministre de l'Intérieur, Sergio Arpa. Il a pour mandat d'ouvrir le dialogue avec l'opposition. Dans un geste contradictoire, le même jour, Pinochet déploie des milliers de soldats dans les rues de la capitale. Un sinistre prélude aux démonstrations du lendemain. Les forces de sécurité interrompent la protestation du mois d'août en ayant recours à une brutalité sans précédent. La police déclare que 17 civils ont été tués. Le bilan réel est beaucoup plus élevé. C'était si violent. C'est là que je me suis rendu compte que nous ne pouvions pas continuer à suivre cette voie parce que la violence était trop forte. Pinochet avait déployé 16 000 soldats dans les rues de Santiago. Plus de 80 personnes ont été tuées et la population a commencé à se rebeller. Scandalisé par le carnage, le nouveau cardinal de l'Église catholique du Chili s'offre comme médiateur pour ouvrir le dialogue promis par Pinochet. Lors de la première réunion, Gabriel Valdés m'a dit qu'il devait me remettre un document. Je lui ai dit que je ne le prendrais pas parce qu'il s'agissait d'un accord rédigé le matin même, exigeant la démission du président de la République, qui n'était plus, de ce fait, reconnu comme légitime. Or, si le président de la République n'est pas le président légitime, je n'ai rien à faire ici, puisque je le représente. On ne peut donc pas aller plus loin. Lors de son anniversaire, en novembre, Pinochet met un frein aux réunions entre Sergio Arpa et l'opposition.
Les petites concessions accordées par ARPA, limiter les actions politiques, autoriser le retour d'exil, mettre fin à la censure littéraire, sont jugées irrecevables par le général. Le dialogue est rompu. Il n'y eut aucun résultat. C'était très frustrant. Le régime n'a pas changé du tout. Et Jarpa lui-même a été considéré comme un politicien sans importance. En fait, le contrôle du gouvernement est passé en des mains beaucoup plus fermes. Les groupes d'opposition ont été naïfs de penser que Pinochet négocierait le déclin de son propre pouvoir. Les protestataires n'ont pas réussi à faire lâcher prise à la dictature, mais ils ont montré à Pinochet qu'ils ne se laisseraient pas écraser par la force et ils ont ouvert une brèche politique dont ils vont se servir. Fin novembre 1985, un demi-million de personnes se joignent au plus grand rassemblement politique de l'histoire chilienne. Gabriel Valdés parle au nom de 11 partis d'opposition et de l'Église catholique. L'Entente nationale voit le jour, formée pour favoriser une transition non violente vers la démocratie. Valdés prévient, si nous ne soutenons pas l'Entente nationale, nous nous dirigeons tout droit vers la guerre civile. Dans les quartiers pauvres, les poblaciones, une guerre de faible intensité, a déjà commencé. Les périodes difficiles ont été plus dures ici, ce qui favorise la venue de partis marxistes et communistes chiliens. Seuls quelques-uns ont pris les armes, mais l'idée d'une révolution violente est admise. Le régime perçoit les poblaciones comme un terrain ennemi. De jeunes hommes sont arrêtés, interrogés au milieu de stades et de champs et jetés en prison sans procès. Des centaines d'entre eux n'ont jamais été revus. En violant ainsi les droits de la personne, Pinochet entraîne l'Église catholique, normalement conservatrice, dans le conflit. Quoique le clergé ne prenne aucune position politique, l'Église proteste contre la torture, les meurtres et les disparitions et préconise les méthodes non violentes. Si on a recours à la violence, il faut déployer la force pour se défendre. Ce qui est imposé par la violence doit être défendu par la violence. C'est pourquoi nous pensons que la violence est la force du faible, parce qu'il n'y a pas d'arguments qui tiennent, aucune autorité morale. Ainsi, toute chose réalisée par la violence sera défendue au moyen de la violence. Les protestations mensuelles prennent une tournure violente quand les extrémistes affrontent la police, fournissant à Pinochet le prétexte dont il a besoin pour s'en prendre à l'opposition. Certaines factions influentes sont durement critiquées pour leurs méthodes non violentes. Quand on subit la répression, plusieurs pensent que la seule façon d'y faire face est d'avoir recours à la violence. Mais dans ces conditions, il était, selon nous, absolument impossible de réussir. À la fin de l'été 1986, la perspective d'une guerre civile nationale devient réelle. Les services de renseignement chiliens découvrent une cachette d'armes dans le désert du Nord qui les mène à un groupe de guérilleros affiliés au Parti communiste chilien. Les inscriptions montrent que les armes viennent de Cuba. Pinochet dit que c'est la preuve que ses adversaires fomentent une révolution. Quelques semaines plus tard, les guérilleros, lourdement armés, attaquent le cortège de Pinochet sur une route de montagne isolée. Les communiqués du gouvernement annoncent que 5 gardes présidentiels sont morts, mais ne font aucune mention du général. 4 heures plus tard, le dictateur apparaît à la télévision pour décrire l'attaque.
Il ne paraît pas vraiment secoué d'avoir échappé de justesse à l'attentat et rentre au palais présidentiel en affichant son habituelle désinvolture. L'épisode renforce son image d'invincibilité. Cela nous a permis de nous concentrer sur les vraies questions. Devons-nous tenter de nous diriger vers un grave conflit armé, comme celui que nous avons vu en Amérique centrale, avec un coût énorme en vies humaines et toute la souffrance qui l'accompagne, ou devons-nous tenter de trouver un autre moyen beaucoup plus nébuleux? Nous avons commencé à chercher une manière de sortir de cette impasse. La constitution de Pinochet prévoit un plébiscite en 1988. Les Chiliens auront le droit de voter pour ou contre 8 ans de régime militaire supplémentaire. Désinvolte et présomptueux, Pinochet a toujours été certain de gagner. Mais après 5 ans d'apprentissage, l'opposition non violente saute sur l'occasion. Pour la première fois, nous savions que si Pinochet restait au pouvoir, ce serait grâce au plébiscite auquel il fallait répondre par oui ou non. Donc, nous nous sommes dit, si nous nous préparons, nous pouvons défaire Pinochet en disant non. Nous nous sommes dit, comment faire confiance à un dictateur qui a fait tout ça? Il va dépouiller le scrutin, va-t-il compter les votes tels qu'ils sont? Nous n'avions pas le choix et nous avons décidé d'aller de l'avant en tentant de créer toutes les conditions nécessaires pour éviter toute fraude. Des milliers de volontaires sillonnent les campagnes, frappent aux portes pour convaincre les Chiliens qu'ils peuvent voter non sans crainte de représailles et que les résultats ne seront pas truqués. Ils en sont remerciés par le soupçon et le scepticisme. Pour créer l'apparence d'un vote juste, Pinochet et ses généraux édictent de nouvelles lois électorales. Tout parti d'opposition qui rassemblera 35 000 signatures pourra envoyer des observateurs aux urnes, un facteur déterminant pour éviter la fraude, et se verra accorder 15 minutes de temps d'antenne à la télévision chaque soir pendant les 4 semaines précédant les élections. J'ai dit, vous voyez, si vous vous faites inscrire, j'irai à la télé. Et ce jour-là, je dirai à M. Pinochet qu'il doit partir. Après que son parti ait été agréé, Lagos saisit sa chance quand il participe à une émission d'information très populaire. Il tient un article de journal dans lequel Pinochet affirme qu'il ne se présentera pas au plébiscite. Le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. Du jour au lendemain, grâce à son audacieuse performance, Ricardo Lagos devient une célébrité. Son succès laisse présager l'importance que prendra la télévision dans la campagne pour le non. Les droits de la personne constituent le talon d'Achille de Pinochet. Les partisans du non projettent de présenter des pubs télévisées pour souligner la torture, la mort et la prison. Mais des conseillers politiques américains les avisent qu'insister sur les craintes du passé aurait un effet négatif. Ils ont mis au point une campagne orientée vers l'avenir qui se concentrait sur des préoccupations qui touchaient la vie et les besoins quotidiens des gens. Cette campagne a pris le régime de Pinochet et les partisans du oui par surprise lorsqu'elle a été diffusée le premier soir du dernier mois de campagne. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan 1000 maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Mais ce non, qu'est-ce qu'il signifiait? Oui à la démocratie. Il signifiait oui à une plus grande justice sociale, non à l'injustice.
L'alegria ya viene, qui veut dire la joie est proche, signifiait que le pays appartenait à tous et que nous allions abolir la dictature non pas avec une arme, mais avec un crayon, et que cette route allait être traversée sans haine, sans rancœur, sans vengeance. À la télévision, la campagne du non fait sensation et projette l'image d'un avenir brillant sans Pinochet. Les messages télévisés gagnent la confiance des téléspectateurs sceptiques en faisant référence aux souffrances infligées par la dictature. Les gens avaient l'habitude de se précipiter chez eux pour regarder ces pubs. Et je faisais la même chose. C'était un peu comme si, pendant 15 minutes, on employait les vrais mots pour dire les vraies choses. La torture, c'est la torture. Et ça se passe ici. Après toutes ces années de démenti, c'était là pour la première fois à la télévision. Buenos días, don Aníbal. Deme 2 marraquetas. La pauvreté existe. Certaines vieilles dames n'ont même pas assez d'argent pour s'acheter un sachet de thé. Voy a llevar té también. ¿Cómo no? 2 bolsitas. Una nomás. No más miseria. La información de este minuto para el diario de Cooperativa dice que a muy pocas horas de que se inicie el plebiscito en Chile, voto no. No. Voto sí. Sí. Non. Les observateurs de l'opposition procèdent maintenant à un décompte du vote basé sur une technique d'échantillonnage. À l'aide du télécopieur et du téléphone, les chiffres sont transmis aux ordinateurs de Santiago. Tôt dans la soirée, les tenants du non remportent une victoire décisive. Une petite station de radio indépendante annonce les résultats. Installé au palais présidentiel, Pinochet ne dit rien. Les soupçons de fraude électorale grandissent à mesure que les heures passent et qu'on est encore sans nouvelles des résultats. À minuit, des officiers supérieurs de la marine, de l'armée de l'air et de la police de Pinochet font irruption dans le palais. Le général Fernando Maté, commandant de l'armée de l'air, dit aux journalistes « Il semble que le non l'a emporté ». C'est une déclaration publique qui suggère à Pinochet d'accepter la défaite. En quelques secondes, ses commentaires sont radiodiffusés. Le non tirait sa force de gens extraordinairement ordinaires. Ils ont vraiment mis leur vie en danger. Ils ont contesté et ils désiraient vraiment prendre position. Je pense que dans le monde, nous vivons vraiment pour le pouvoir. Nous voudrions agir sur l'autorité, autorité personnelle, autorité morale. Quand les actions reposent sur le pouvoir, enfin, si une arme est pointée sur moi, je vais dire tout ce que vous voulez. Et quand on retire l'arme, je fais ce que je veux. Comment les gens ont-ils vécu ce moment? Ils l'ont vécu sans haine, convaincus qu'ils avaient été des participants, des acteurs. Ici, il n'y avait pas de dirigeants charismatiques, pas de guérilleros, pas de chef qui aurait dit « j'ai fait cela ». Au Chili, ce soir-là, ils étaient convaincus qu'ils l'avaient fait eux-mêmes. Combien étaient-ils? 7 millions.